Chloé Framery, bonjour, merci pour cet entretien que tu nous accordes, exceptionnel, sans tabou, à ton image finalement. On va rentrer dans le vif du sujet. Chloé, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas ou qui se diraient ce visage m'est familier, mais je n'arrive plus à le remettre? Avec plaisir, Florent. Ce sera forcément non exhaustif, mais je suis militante depuis 10 ans, depuis 2012, autour des sujets qui concernent les droits humains, qui concernent les corruptions, les accords de libre-échange. J'étais dans le comité Stop TISA jusqu'à très récemment, puisqu'on a dissous l'association. TISA, c'est un traité de libre-échange qui est complètement boudé, disons, par les médias officiels. Donc, c'est par là que je suis rentrée pour comprendre qu'il y avait pas mal de choses qui étaient cachées. Alors, ça ne s'appelle pas forcément des complots, c'est simplement des choses que les médias subventionnés ne relayent pas. Et ce que je me suis attelée à faire depuis 10 ans, c'est justement de relayer ces informations qui sont tues par nos médias officiels, nos médias que les journalistes appellent traditionnels. Je suis aussi engagée dans des combats du style protection des enfants, puisque dans les services sociaux, que ce soit en France ou en Suisse ou ailleurs, on a vu qu'il y avait pas mal de déviances, notamment des mises en foyer ou des gardes qui sont donnés aux parents déviants alors que le parent bienveillant est totalement écarté du jeu. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'abus de pouvoir, il y a tellement d'injustices et de mensonges que les sujets sont vastes et que je suis occupée depuis longtemps et de façon assez intensive. Et puis alors, encore plus depuis 2 ans, depuis la mascarade Covid, sans mauvais jeu de mots. Et puis voilà, donc moi, je suis un petit peu exaltée en ce moment puisque tout ce qu'on dénonçait, tout ce que je dénonçais, mais je n'étais pas la seule, depuis plusieurs années, commence à apparaître depuis donc cette annonce de l'OMS de la pandémie de Covid-19 le 11 mars 2020. Alors, cela m'a été reproché, cela m'a coûté plusieurs choses dont on va parler dans un instant si j'ai bien compris. Vous m'avez certainement vu dans la vidéo qui dénonce Gavi, l'alliance vaccinale de la fondation Bill et Melinda Gates, qui est à quelques centaines de mètres de chez moi. Aussi dans les vidéos dénonçant l'OMS, le Forum économique mondial ou l'ONU. Et puis, je suis de toutes les manifs. Je suis un petit peu multitâche, un petit peu multimilitante et hyper activiste, comme je le dis souvent. Et je ne peux pas m'en empêcher. On me dit souvent que je vais partir en burn-out, mais c'est tout le contraire, en fait. Je me nourris de cette activité qui donne vraiment du sens à ce que je fais, à qui je suis. Et je me sens utile là-dedans, donc je ne suis pas prête d'arrêter. Avis à bon entendeur, plutôt. Alors, Voilà. où est-ce que tu es basé? Tu es basé en France? Tu es basé en Suisse? Je suis basée là où toutes les décisions se prennent depuis 2 ans, à Genève. Là où Genève. toutes les organisations décisionnaires internationales sont, l'ONU, l'OMS, Gavi justement, et le Forum économique mondial, entre autres, mais la Croix-Rouge également, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et toutes les institutions qui nous préparent de joyeux lendemains faits d'identité numérique et autres vaccinations expérimentales. Exactement. Peut-être tout le monde ne connaît pas le Gavi. Est-ce que tu peux On rappelle en en 2 dire un mots? petit mot? Ouais, Bien exactement. sûr. Alors, Gavi, c'est Global Alliance for Vaccines and Immunization, donc c'est l'alliance globale pour les vaccins et l'immunisation qui a été créée par la fondation Gates en 2000, juste après les scandales sur Microsoft, pour un peu blanchir, enjoliver son image. Il a créé cette alliance avec la Banque mondiale, avec l'UNICEF, avec l'OMS, avec les labos pharmaceutiques, une 50aine de pays. Et ce projet a émergé d'une session du Forum économique mondial de Davos, le forum de Davos dont je parlais avant, le WEF, World Economic Forum. C'est l'un des partenariats publics-privés qui est souvent plébiscité par Klaus Schwab, le fondateur du WEF, comme étant une vraie réussite de partenariat public-privé qui a porté ses fruits. Et cette alliance, donc, comme son nom l'indique, vise à vacciner globalement le plus de personnes possible, et en particulier les personnes des pays du Sud. Vous le savez certainement, les pays de l'hémisphère sud sont beaucoup moins injectés. Alors, quand je dirais vaccinés, je le dis à chaque fois, mais n'oubliez pas de rajouter les guillemets virtuels qu'on ne voit pas, mais qui sont implicites, puisque pour moi, un vaccin, c'est quelque chose qui protège et qui empêche la transmission, ce qui n'est pas le cas de ces injections.
Donc, pour l'instant, les pays du Sud sont beaucoup moins injectés, beaucoup moins vaccinés que nous. Je crois que c'est 15% en ce moment versus 65% dans le monde. Et puis, l'Union européenne, on est à 75%, 75%. Et ça, c'est le grand désespoir de l'OMS et de Gavi, justement, qui travaillent ensemble, puisque leur objectif était, à la fin de l'année dernière, d'obtenir une vaccination de tous les pays de 40%. Et puis, pour mi-2022, donc d'ici juin, ils attendent une vaccination de 70%, 70%, et on n'est pas du tout rendu à ce pourcentage-là avec les pays du Sud. Donc voilà qui commence à constituer des petits cailloux dans leur engrenage. Et je pense que c'est une très bonne chose que ce discours vaccinal ne prenne pas aussi bien qu'il le souhaite, puisqu'on a vu effectivement tous les effets dits secondaires, qui pour moi ne sont pas secondaires, mais juste délétères, de ces injections. On sait par exemple qu'en ce moment au Sénat, je crois que maintenant les auditions sont terminées, mais qu'il y a une commission d'enquête sur ces effets qui a été menée donc, depuis le mois de mars, je crois, jusqu'à mi-avril ou fin avril, et qui va donner lieu à un rapport fatalement, un petit peu comme le rapport de McKinsey qu'on a eu en mars. Enfin, il y a des choses qui avancent, mais évidemment, on aimerait que ça aille plus vite, et surtout que les consciences des citoyens soient un petit peu plus éveillées, un petit peu plus ouvertes, un petit peu plus efficaces. Et voilà, donc on va en parler durant l'interview, j'imagine, mais voilà. Oui, merci. En termes de curseur, justement, sur ce réveil des populations, on sent bien quand même que depuis mars 2020, certaines consciences s'éveillent, et même plus nombreuses et peut-être plus rapidement que jamais, et notamment que s'il n'y avait pas eu cette épidémie. Cette épidémie gériatrique, comme je dis souvent. Mais justement, tu mets le curseur où? Alors, ça n'est évidemment pour des personnes comme nous qui essayons de scruter les choses au jour le jour et qui notamment avons à cœur de défendre la liberté, les libertés publiques, les libertés fondamentales, les libertés individuelles, toutes celles qui ont été bafouées, y compris dans des pays phares de l'état de droit, comme la Suisse, comme la Belgique, comme la France, comme les États-Unis ou l'Australie. Mais justement, en termes de curseur, où est-ce que tu le positionnerais? Ça ne va jamais assez vite, mais est-ce que les choses avancent selon toi? Voilà, c'est important. Alors, je suis prof de maths, entre autres, parce que j'ai eu plusieurs études, plusieurs formations durant ma petite vie, mais je n'ai pas fait de statistiques sur le nombre de personnes réveillées, si on peut les appeler ainsi. Par contre, ce que je constate, c'est qu'au fil de mes voyages, au fil des manifestations, au fil des rencontres, je remarque qu'un nombre croissant de personnes me disent je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, mais je m'étais jamais arrêtée, j'avais jamais pris le temps de comprendre et d'essayer de chercher pourquoi. Et le Covid-19 m'a donné la claque nécessaire pour comprendre qu'il y avait vraiment des abus et des mensonges beaucoup plus énormes que ceux qu'on pensait. Et ça nous a obligés à faire le travail d'enquête que ne font plus les journalistes. Au contraire, puisqu'ils nous empêchent de le faire et ils nous diabolisent pour être sûrs, en tout cas pour essayer, pour tenter de faire en sorte que les personnes qui ne sont pas du tout dans leur recherche, qui n'ont pas de questions, qui suivent aveuglément, ne regardent pas trop du côté de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut relayer comme information, qui n'est pas choisie par ces journalistes qui sont payés évidemment par des privés. Mais ça, on connaît maintenant un petit peu le schéma avec ces milliardaires, notamment en France, qui possèdent la quasi-intégralité, effectivement. Bien sûr. D'ailleurs, dans cette technique-là, évidemment, et tu en as été victime, comme moi, dans une moindre mesure, c'est évidemment l'anathème, la technique stalinienne, où on jette, alors on jette complotiste, on jette anti-vax, on jette... voilà, j'ai parcouru rapidement ce qu'on trouve un petit peu sur le web quand on googlise, et voilà, c'est immédiatement ce qui ressort, non pas des travaux de recherche, non pas ce militantisme que tu as mis en avant, mais évidemment, les algorithmes font tout de suite ressortir ce que je viens de dire. Alors, oui. Je vais juste dire une petite chose avant, pardon, je te coupe la parole. Non, il n'y a pas de problème. Ça, je suis désolée, mais Google finance Gavi. Donc peut-être que la googlisation permet de donner les informations ou les mensonges nécessaires à... Bien évidemment. Voilà.
Il n'empêche que quand quelqu'un voilà, ne te connaît pas, bah, son réflexe, malheureusement, ça va être de te googliser et non pas de passer par Startpage ou d'autres moteurs de recherche que j'essaie moi-même d'utiliser. Mais c'est malheureusement ce réflexe-là, voire Wikipédia qui effectivement présente aussi évidemment des biais importants.